Bonjour à toutes et à tous, je suis Sakina Dorotayata, maîtresse de conférences en écologie marine à Sorbonne Université. Je travaille au laboratoire L'Océan à Paris et aujourd'hui je vais vous parler du plancton marin. Alors la mini-conférence aujourd'hui s'appelle 20 000 espèces sous les mers. En fait, la majorité des espèces marines font partie du plancton. En réalité, il n'y en a pas 20 000, il y en a plus de 10 fois plus, même beaucoup plus, vous allez le voir. Il y a 244 000 espèces marines qui ont été décrites et ça correspond seulement à 9% de l'ensemble des espèces. Donc c'est vraiment une biodiversité incroyable et c'est ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Alors d'abord, qu'est-ce que le plancton? Le plancton, ça regroupe l'ensemble des organismes qui flottent au gré des courants, qui ne peuvent pas nager contre les courants. En fait, on trouve du plancton aussi dans les lacs, les rivières, même les eaux souterraines. Le plancton, dans les océans, ça va regrouper une diversité fabuleuse, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Peut-être avez-vous déjà vu du plancton d'ailleurs. En particulier la nuit, on peut observer, si on passe la main dans l'eau, ou alors, si on a la chance de faire de la voile, on peut observer l'océan s'éclairer avec des flashs lumineux bleutés. Et bien, cette bioluminescence est liée à du plancton. En l'occurrence, c'est une grosse cellule qui fait à peu près 1/2 millimètre, qui ressemble à ça. Donc une grosse cellule, un gros rond, avec un tentacule, et ça s'appelle la noctiluque. En latin, ça veut dire la lumière de la nuit. Et donc, cette grosse cellule est capable de faire de la lumière. Un autre exemple, on peut voir, ça a été mentionné également, le plancton depuis l'espace. Ici, au large du golfe de Gascogne, on peut observer dans cette zone des structures filamenteuses, tourbillonnaires, qui correspondent à une efflorescence de plancton. En l'occurrence, c'est du phytoplancton, une microalgue, qui s'appelle une coccolithophore, qui ressemble à ça, qui est recouverte de petites plaques calcaires, les coccolites, et donc qui donne cette couleur un peu blanchâtre lorsqu'elle est très concentrée à la surface des océans. Et ces petites algues, lorsqu'elles meurent, elles tombent au fond des océans et leurs microplaques s'accumulent et sont à l'origine, par exemple, des célèbres falaises d'Étretat. Donc les falaises d'Étretat, c'est du plancton. En l'occurrence, c'est plutôt un cimetière de plancton puisque c'est le squelette de petits organismes planctoniques. Alors si vous, votre truc, c'est pas trop de faire du bateau, de vous balader au bord de l'eau, vous êtes plus du genre à être dans le canapé et à regarder des dessins animés, peut-être que vous connaissez aussi le plancton à travers Sheldon Plankton, le méchant de Bob l'éponge. C'est un copépode. Ça fait partie donc du zooplancton, le plancton animal. En vrai, il ressemble plutôt à ça, avec un corps en torpille, des grandes antennes, un unique œil comme un cyclope. Et donc ces copépodes, on pense que ce sont les animaux les plus abondants sur la planète, en termes de nombre d'individus et aussi en termes de biomasse. Et c'est aussi très très diversifié. Pour vous donner une idée, rien qu'en Méditerranée, il y a plus de 500 espèces de copépodes qui ont été décrites. Et donc tout ça, ça fait partie du plancton. Ici, c'est juste pour illustrer cette incroyable diversité. Quand on parle de diversité, en fait, il y a différentes facettes. On parle de la diversité taxonomique quand on parle des espèces. Ici, il y a à peu près 200 espèces qui sont représentées. On peut parler de la diversité des gènes, la diversité génétique. Ce sera l'occasion d'en parler à la micro-conférence suivante. On peut parler également de la diversité des histoires évolutives, donc la diversité phylogénétique, ou encore la diversité de ce que font les espèces dans l'écosystème et de leurs caractéristiques individuelles, ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle. Donc là, pour illustrer un petit peu cette grande diversité, déjà une diversité de taille. En bas, ce sont des organismes plutôt petits, en haut plutôt grands. Donc là, vous avez par exemple des méduses, des organismes gélatineux qui font partie du plancton. D'ailleurs, il y a des organismes gélatineux qui vivent en colonies, qui peuvent être longs de l'ordre de 50 à 60 mètres de long, et eux aussi font partie du plancton. Le plancton n'est pas uniquement tout petit. Donc dans le plancton animal, on retrouve également ici, là c'est Sheldon Plankton, le méchant de Bob l'éponge. On a aussi le krill que mangent les baleines. Là, vous pouvez retrouver des cousins des escargots, des ptéropodes qui vivent entre deux eaux. Il y a une très très grande diversité. En bas, vous avez plutôt le plancton végétal, donc les microalgues qui font la photosynthèse. Donc j'ai parlé déjà des coccolithophores. On peut aussi mentionner les diatomées qui elles, ont des structures fabriquées à base de silice, des structures en verre. Et puis, il y a aussi tout un ensemble d'organismes planctoniques qui sont mi-animaux, mi-végétaux, qui font à la fois la photosynthèse et à la fois qui mangent leurs voisins, un peu comme des plantes carnivores. Et la noctilucte, la lumière de la nuit, fait partie de ce plancton mi-animal, mi-végétal. Dans le plancton, on trouve aussi des bactéries, des virus, des champignons. C'est vraiment très, très diversifié. Et puis, il y a également des organismes qui sont planctoniques seulement une partie de leur cycle de vie. Parce que lorsqu'ils sont adultes, ils vont se retrouver au fond des océans ou alors ils vont savoir nager contre les courants. Mais leurs bébés, eux, vont être dans le plancton et se laisser transporter. Il y a quelques exemples sur cette mandala, mais je vais vous montrer ce petit quiz. Il y a ici 4 exemples, donc A, B, C et D.
Et la question est de savoir où est leur parent. Alors, par exemple, là, la larve A, c'est une larve qui s'appelle une larve Pluteus, qui a une forme de petite fusée. À votre avis, elle appartient à qui? C'est le bébé de qui? Si vous pensez que c'est un bébé crabe, vous pouvez lever la main et voter pour 1. Si c'est un bébé huître, vous pouvez indiquer 2. 3 si vous pensez que c'est un bébé oursin. Et 4 si vous pensez que c'est un bébé poisson. Ouais, je vous laisse vous lever vos mains. Alors 5, ça n'existe pas. Hein. C'est 1, 2, 3 ou 4. Eh bien, en l'occurrence, c'est une larve d'oursin, le 3. C'est une larve Pluteus d'oursin. Elle va se métamorphoser, se transformer en oursin et vivre au fond ensuite des océans. La larve B, c'est une larve qui s'appelle une larve zoé. Alors, à votre avis, c'est la larve de qui? Donc, il nous reste le crabe 1, l'huître en 2 ou le poisson en 4. 1, 2, 1. Ouais, c'est plus de 1 que de 2. C'est une larve de crabe. La larve zoé est une petite larve de crabe. La petite larve C, ici, à votre avis? Donc, il nous reste soit c'est un bébé 50-50 là. Soit c'est un bébé poisson, 2 ou 4. Il y a débat. En fait, 2, c'est un bébé huître. On peut deviner ici, il y a deux valves. En fait, cette petite larve, elle a une sorte de protocoquille minuscule qui se referme comme ça et qui va se transformer. Et donc, il nous reste en D ici, ça appartient aux poissons. En fait, ce ne sont pas des larves de poissons, ce sont des œufs de poissons. Les œufs de poissons sont aussi transportés par les courants et font eux aussi partie du plancton. Bon, vous allez me dire, OK, le plancton, on a compris, c'est très diversifié, il y a plein de choses dedans, mais bon, au fond, à quoi ça sert? En fait, c'est hyper important. Pourquoi? Déjà, en surface des océans, avec la lumière, il y a tout le phytoplancton, donc les algues, les microalgues, le plancton végétal qui va fixer le CO2. Et en fixant le CO2 avec la photosynthèse, comme nos plantes terrestres, ils vont libérer de l'oxygène. Donc c'est l'oxygène que les poissons respirent, donc c'est grâce au phytoplancton qu'il y a de l'oxygène dans la mer et que les poissons respirent. Et puis également à l'échelle des temps géologiques, en fait, dans notre atmosphère, l'oxygène s'est accumulé grâce à ce phytoplancton. Donc même l'air qu'on respire maintenant, l'oxygène que vous et moi respirons maintenant, a été fabriqué par des microalgues au cours des temps géologiques. Et puis ces microalgues, elles vont ensuite être mangées par des organismes plus gros, du zooplancton, voire des poissons. Et donc, elles vont être à la base des réseaux trophiques. Et donc, le plancton va permettre l'alimentation sur la planète de plus de 1,4 milliard d'êtres humains, dont l'apport en protéines dépend de la pêche, parce que les poissons mangent du plancton. Et puis, lorsque tout ce plancton va mourir, il va sédimenter, tomber au fond des océans sous forme de particules marines. Donc, c'est une sorte on appelle ça aussi de la neige marine, des petites particules qui vont tomber au fond des océans et qui vont contribuer finalement à transporter vers le fond le carbone qui aura été stocké en surface, va se retrouver piégé au fond des océans. Et donc, ça va constituer ce qu'on appelle la pompe à carbone biologique. Donc, ça pompe énormément et grâce à ça, ça régule le climat. Donc, le plancton est vraiment au centre de nombreux processus pour notre planète. Alors ça, c'est pour le plancton d'aujourd'hui. Très bien. Mais qu'en sera-t-il demain, alors qu'on entend parler de la crise de la biodiversité ou du changement climatique? Bien évidemment, le plancton va être affecté. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'IPBES. C'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. En fait, c'est le GIEC de la biodiversité, qui rassemble des scientifiques et qui a rédigé un rapport d'évaluation globale de la biodiversité en 2019, son dernier rapport. Et dans ce rapport, que nous dit l'IPBES? Eh bien, l'IPBES souligne que 97% des océans sont affectés par les activités humaines. Et en particulier, on en reparlera aussi tout à l'heure, via la surexploitation des ressources marines, la destruction des habitats, la pollution, le bruit ou encore l'arrivée d'espèces invasives. Et donc tout ça, ça impacte le plancton, qui également fait face au changement climatique. Alors vous avez entendu parler du GIEC, le groupement international d'experts sur l'évolution du climat, IPCC en anglais, qui a publié en 2019 un rapport spécial sur l'état des océans et de la cryosphère. Et puis dans un rapport plus récent de 2023, c'est un résumé pour les décideurs, on trouve cette figure. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette figure? Vous avez l'évolution des températures depuis 1900 jusqu'en 2020. Donc, plus ça se réchauffe, plus c'est une couleur chaude. Et donc, aujourd'hui, on connaît déjà une augmentation moyenne des températures du globe de plus de 1 degré. Alors, en France, on est même plutôt aux alentours de 1,6 degré. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Ça va dépendre de nos choix en termes de société, à l'échelle globale, sur les émissions de gaz à effet de serre, selon différents scénarios de ces émissions. Ici, vous avez différentes lignes qui correspondent à ces différents scénarios. La ligne du bas, c'est un scénario plutôt optimiste où on essaie de rester dans les accords de Paris. On diminue drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre.
Et puis le scénario du haut, c'est celui où on continue sur la trajectoire actuelle, on ne fait rien. Et donc, par exemple, pour quelqu'un comme moi, dans les années 80, quand j'aurai 70 ans, je connaîtrai déjà une augmentation moyenne de la température de 1,5 à 3 degrés, selon les choix qui sont faits. Et pour un enfant né en 2020 qui est en petite section de maternelle et qui aurait 70 ans en 2090, si on arrive à respecter les accords de Paris, cette personne connaîtrait une augmentation de température de 1,5 degré. Mais si on ne fait rien, ce sera du plus 4 degrés. Et ça, c'est une moyenne globale. Alors à l'heure actuelle, on est plutôt sur les trajectoires qui ne sont pas les pires, mais qui sont quand même pas super. À ce niveau-là, on vise plutôt une trajectoire de 3 degrés. Et en France, ça se réchauffe plus vite qu'ailleurs, donc c'est plutôt du 4 degrés, donc autant se préparer. Alors ça, c'est pour nous, très bien, petit aparté. Alors pour le plancton, qu'est-ce que ça fait ? Le plancton aussi va subir de plein fouet le changement climatique et en particulier l'augmentation des températures des océans. L'océan a déjà augmenté sa température, il est déjà plus chaud qu'auparavant. Et puis par ailleurs, il y a plus de canicules marines, donc ces événements de chaleur extrême qui sont plus fréquents, plus longs et avec températures plus importantes. Tout ça, ça affecte le plancton. Il y a aussi le problème de l'acidification des océans, parce que plus l'océan va fixer du CO2, plus il va devenir acide. Et en étant acide, tous les organismes calcaires, que ce soit les huîtres, qui ont une coquille calcaire, ou les coccolithophores, des falaises d'Étretat, qui ont aussi des structures calcaires, tous ces organismes vont être impactés, vont avoir une mortalité plus forte. Et puis enfin, à cause des changements liés à la circulation des océans, on pense qu'il y aura moins de nourriture, moins de nutriments disponibles, et donc moins de plancton, ce qui impacterait également grandement les pêches. Alors, on a déjà observé des déplacements d'espèces planctoniques vers les pôles pour suivre leurs préférences thermiques. Et on constate également, depuis ces 10 dernières années, une diminution de la production primaire. Le plancton va fixer moins de carbone. La pompe à carbone biologique est moins efficace. Donc ça a déjà lieu. Et donc, ce qui est vraiment le message important, je pense, pour aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le plancton et aussi pour nous. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de biodiversité des poissons marins. Et pour cette échappée, je ne vais pas vous emmener plonger dans les récifs coralliens, dans les atolls tropicaux. Je ne vais pas vous emmener dans les abysses. Je vais vous emmener plonger dans l'univers des génomes et de la biodiversité moléculaire. Car il existe une biodiversité qui est cachée, qui existe au sein même des espèces, entre individus d'une même espèce, et qui se manifeste sous la forme de variations génétiques entre individus. Alors, pourquoi il y a des variations génétiques entre individus ? Eh bien, parce qu'il y a des mécanismes comme la mutation qui, à chaque génération, introduisent des nouveaux variants alléliques dans l'ADN lors de son processus de copie, et la reproduction sexuée, d'autre part, qui crée de nouvelles combinaisons de ces mutations dans ces génomes, de génération après génération. Alors, dans notre équipe, on s'intéresse à cette variabilité génétique, car la variabilité génétique, elle constitue ce que l'on appelle le terreau de l'évolution. Sans variabilité génétique, il n'y a pas de sélection, et il n'y a pas d'évolution. Et donc, pour s'intéresser à l'évolution des espèces marines, on s'intéresse à cette biodiversité moléculaire qui existe au sein des espèces. Alors, quand on parle de biodiversité, on est tous très à l'aise avec des échelles de biodiversité, par exemple, qui existent entre les écosystèmes. Si je vous présente ici, par exemple, une photo d'un écosystème corallien tropical, vous pouvez de suite déceler des différences en termes d'habitat, en termes de composition d'espèces par rapport à cette photo qui est prise en Méditerranée sur une roche à Gorgone ou cet herbier de Zoster ici en Atlantique. Donc ici, on a une échelle de biodiversité qui se situe entre les organismes. Puis si on fait un zoom maintenant sur un de ces écosystèmes, par exemple cette roche à Gorgone en Méditerranée, eh bien on peut trouver à cette échelle-là encore un autre niveau de biodiversité qui se caractérise en termes de composition d'espèces et de nombre d'espèces. C'est la biodiversité d'espèces. Si on zoome encore à une échelle plus fine, on peut s'intéresser cette fois-ci aux différences qui existent entre les individus d'une même espèce. On parle alors de biodiversité intraspécifique et on s'intéresse aux différences qu'on peut détecter et décrire entre les individus d'une même espèce. Mais comme vous pouvez le voir ici sur cet exemple de photo d'un banc de saupe en Méditerranée, détecter des différences visibles entre ces individus, ce n'est pas si évident que ça. Et pourquoi ? Parce que seule une partie de cette biodiversité intraspécifique nous apparaît observable à l'œil nu, soit par exemple sous la forme de comportements qui diffèrent entre individus d'une même espèce, des formes qui diffèrent entre les individus, ou encore des couleurs, comme par exemple ici, différentes colorations de plumage de ces goélands qui sont posés sur cet iceberg. Mais une partie importante de la biodiversité qui existe entre les individus d'une même espèce
est invisible à l'œil nu, elle existe au niveau de la biodiversité moléculaire, c'est-à-dire dans les différences génétiques qui existent entre les individus d'une même espèce. Alors, pour mieux comprendre ce concept de diversité génétique au sein des espèces, intéressons-nous à un cas qui nous concerne directement, la diversité génétique de l'espèce humaine. Alors, évidemment, il y a de la biodiversité au sein de notre espèce. Elle se manifeste, par exemple, par des différences de taille dans les populations, des différences de couleur d'yeux, de couleur de cheveux, des différences de groupe sanguin, de pression artérielle. Et si vous avez la chance d'aller visiter la galerie de la biodiversité à Porto, vous allez pouvoir voir ce travail d'artiste qui représente une mosaïque de portraits qui ont été réalisés parmi des individus de la population brésilienne. Alors, il y a des portraits d'hommes, de femmes et d'enfants. Et ce que vous pouvez voir sur chacune de ces photos, utilisées en arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan représente la couleur moyenne du visage de chacun des individus. Et donc, on peut voir à travers ce travail de l'artiste toute la diversité de palettes, tout le continuum de coloration de visage que l'on trouve dans les populations humaines. Alors, qu'en est-il de la diversité génétique de ces populations ? Alors, pour la décrire, cette diversité génétique, il faut qu'on détermine la séquence de base de l'ADN de chacun des individus et qu'on compare les individus les uns avec les autres. Quand on fait cette comparaison, on trouve qu'en moyenne, 2 individus pris au hasard dans une même population humaine présentent une différence génétique toutes les 1000 paires de bases. Dit autrement, le génome que chacun hérite de sa mère et de son père, les 2 copies du génome, diffèrent entre elles par 0,1% de différence, c'est-à-dire une différence toutes les 1000 paires de bases. Alors, ces 0,1% de différence, ça peut paraître relativement peu, mais est-ce que vous connaissez le nombre total de bases dans les génomes ? Quelle est la taille du génome humain ? Est-ce que quelqu'un a une idée de cet ordre de grandeur ? C'est 3 milliards de paires de bases. 3 milliards de paires de bases, ça fait beaucoup. Si on devait imprimer le génome humain au format taille 12, comme on a l'habitude d'imprimer les documents, eh bien, le nombre de ACGT représentant la totalité du génome humain ferait une ligne de plus de 10 000 km de long. Alors, il a fallu du temps pour arriver à séquencer ces génomes. J'étais étudiant dans les années 2000 quand, pour la première fois, on arrivait à la première séquence du génome humain dans sa globalité, et c'était le fruit d'un travail international dont la France a fait partie et qui a nécessité beaucoup de ressources. Et avec l'amélioration des moyens technologiques, on est aujourd'hui capable de séquencer des génomes dans leur totalité à des coûts de plus en plus bas et avec une rapidité assez exceptionnelle, ce qui fait qu'en quelques années, on est passé de un génome humain à des projets qui séquençaient des milliers de génomes. Aujourd'hui, on est rendu à des millions de génomes, et on peut même commencer à envisager de faire ce type de travail chez des espèces en dehors de l'espèce humaine. Et donc, dans mon cas, je m'intéresse à ce type de questions chez les poissons marins. Alors, l'idée, ce n'est pas d'aller séquencer une espèce pour aller voir son niveau de diversité, c'est d'aller en séquencer un grand nombre. Et au lieu d'aller les chercher à l'autre bout du monde, on s'est dit, puisqu'on connaît a priori rien de cette biodiversité cachée dans les génomes, on va commencer par les espèces de nos côtes, celles qu'on côtoie quand on part en vacances, celles qu'on consomme parfois, et dont on sait pratiquement rien de leur diversité intraspécifique. Alors, on a essayé d'être assez le plus exhaustif possible dans l'étude de ces espèces, en allant chercher des espèces dans différents écosystèmes. Vous reconnaîtrez peut-être ici des espèces qui vivent dans les écosystèmes lagunaires, des espèces qui vivent sur les côtes rocheuses, récifales, sableuses, etc., jusqu'à des espèces qui vivent dans le bleu au large des côtes, des espèces pélagiques. Pour chacune de ces espèces, on a séquencé en entier des génomes, on a comparé les copies et on a essayé de décrire quel était le niveau de diversité génétique qu'on trouvait espèce par espèce. Donc voici le résultat qu'on obtient. Toujours prendre comme point de référence la diversité génétique trouvée chez l'homme, ici, 0,1%. Vous voyez que chacune de ces barres ici représente le pourcentage de diversité génétique qu'on a trouvé chez une de ces 100 espèces, rangée de la moins diverse jusqu'à la plus diverse, et on voit une grande diversité, un grand panel de valeurs de diversité génétique entre espèces. Alors on a d'un côté, chez les espèces les moins variables, à la fois des espèces qui sont présentes quasiment dans tous les océans de la planète, comme le poisson-lune, ici, qui a une diversité génétique de à peu près 0,2%, très proche de celle de l'homme, et également des espèces que l'on trouve au contraire dans des régions très particulières, comme ce goby ici, que l'on trouve principalement dans l'étang de Thau en Méditerranée. Alors, est-ce à dire que les gobies en général ont très peu de diversité génétique ? La réponse c'est non. On trouve complètement à l'opposé du spectre ici une autre espèce de goby, qui elle est une championne de la diversité génétique avec un niveau de diversité qui est de l'ordre de 15 fois supérieur à celle-ci. Alors pour essayer de comprendre un petit peu
pourquoi différentes espèces montrent des niveaux de diversité génétique aussi différents. On a essayé de rechercher des facteurs. Un facteur auquel on peut penser immédiatement, c'est l'impact de la pêche sur la diversité des espèces. Et là, force est de constater qu'on trouve parmi les espèces les plus diversifiées génétiquement des espèces qui sont ciblées par la pêche. On en trouve aussi qui sont ciblées par la pêche et qui sont moins diversifiées génétiquement, et vice-versa. Donc en fait, la pêche n'a, semble-t-il, pas beaucoup d'impact sur les différences de diversité génétique entre espèces. Et en fait, ces différences, elles s'expliquent plutôt par des facteurs naturels qui sont en lien avec les stratégies de reproduction. On a par exemple les espèces qui vivent très longtemps, qui atteignent un âge à la reproduction tardivement au cours de leur vie. Ces espèces-là, elles ont tendance à avoir moins de diversité génétique dans leur génome. De même, les espèces de grande taille, les poissons de grande taille, ont tendance également à avoir moins de diversité génétique que les espèces de petite taille. Donc opposé par exemple le poisson lune qui est vraiment une espèce assez grosse avec par exemple la sardine qui a une grande diversité génétique. Et puis on trouve également un gradient de soins parentaux. Il y a des poissons qui s'occupent de leurs petits. On pense par exemple à l'hippocampe, dont les mâles incubent les petits dans une poche abdominale à la manière des kangourous. Et puis on a également ce gobie qui s'occupe de ses petits comme le ferait un oiseau en les mettant dans un nid. Eh bien, les espèces qui s'occupent de leurs petits, en général, elles ont moins de diversité génétique. Et chose assez frappante, vous voyez qu'en fait, ces différents facteurs qui agissent un petit peu de concert, eh bien, englobent également l'espèce humaine qui est plutôt de grande taille, atteint plutôt un âge tardif à la reproduction et prodigue des soins parentaux à ses descendants. Alors, une fois qu'on a exploré les différences de diversité génétique qui existent au sein des espèces, une autre question qu'on s'est posée, c'était de savoir si, prises indépendamment, ces espèces, elles montraient des différences de diversité génétique dans l'espace. Alors, comme il s'agit d'espèces de nocotes qui sont présentes à la fois en Atlantique et en Méditerranée, une question qu'on a essayé d'étudier, c'était de savoir si les populations d'Atlantique et de Méditerranée présentaient des différences génétiques pour une espèce donnée. Donc pour ceci, on séquence des génomes d'individus qui viennent d'Atlantique, de Méditerranée, et on les compare et on va chercher des différences. Et voici ce qu'on trouve. Ici, ça représente en fait les différences génétiques qu'on trouve entre les populations d'Atlantique et de Méditerranée, espèce par espèce. Et chose assez surprenante, là encore, il y a une grande diversité de cas de figure, avec à gauche des espèces comme la bonite, la baudroie noire, le pageot, qui sont pratiquement identiques génétiquement entre leur population d'Atlantique et leur population de Méditerranée. Et à l'autre opposé du spectre, vous avez ici des espèces comme le sard à museau pointu, la blénie coiffée ou le marbré, qui, sans présenter aucune différence de forme, de couleur, aucune différence détectable à l'œil nu, quand on va voir dans leur ADN, il y a des différences génétiques assez fortes entre les populations d'Atlantique et de Méditerranée, si bien qu'on a l'impression qu'on a affaire à deux espèces, comme si on avait deux espèces en une. Alors comment expliquer cette diversité de résultats ? Eh bien là aussi, on a essayé de trouver des facteurs qui pouvaient expliquer pourquoi certaines espèces sont peu subdivisées et d'autres fortement subdivisées. Et on trouve par exemple des explications qui sont en lien avec la capacité des espèces au stade larvaire à faire voyager leurs larves dans le courant à grande distance. Et on trouve parmi les espèces qui sont les moins subdivisées des espèces comme la baudroie noire, chez qui la phase larvaire est représentée par cette petite larve avec des expansions filamenteuses sur ses nageoires, qui est représentée ici sur un timbre du Portugal. Et vous voyez qu'en fait, ces expansions filamenteuses sur les nageoires de cette larve, ça agit un petit peu comme un parachute, et que cette larve, elle va pouvoir voyager sur des grandes distances via les courants dans le plancton. Et donc ces capacités de dispersion au stade larvaire, eh bien, ça va plutôt favoriser l'homogénéisation génétique, et c'est pour cette raison que chez ce genre d'espèces, on trouve peu de différence entre l'Atlantique et la Méditerranée. À l'opposé du spectre, les espèces qui montrent de fortes différences génétiques entre l'Atlantique et la Méditerranée, pour certaines d'entre elles, ces différences elles sont si fortes qu'on a l'impression qu'elles sont subdivisées en des espèces cryptiques. On les appelle cryptiques parce qu'on n'est pas capable de les déceler sur la base de leur couleur, sur la base de critères morphologiques. Mais quand on va voir dans l'ADN, on a l'impression qu'on a deux espèces en une, où il y en a une espèce qui est présente en Atlantique et l'autre en Méditerranée, pour des poissons qui portent un seul et même nom scientifique. Et en faisant ce travail, on est tombé aussi sur des bizarreries. Et donc je termine avec ça. Le cas de l'hippocampe moucheté, qu'on rencontre en Atlantique et en Méditerranée, qui ne présente pas plus que ça des différences génétiques entre l'Atlantique et la Méditerranée, mais qui par contre présente des différences génétiques étonnantes à une échelle beaucoup plus fine, qui est celle des habitats qu'il occupe. En fait, il est présent en Méditerranée, à la fois dans les lagunes côtières, comme l'étang de Thau, et en milieu marin, côtier. Et si on compare les individus d'hippocampes qui proviennent de l'étang de Thau
et les individus qui proviennent de la mer à quelques kilomètres en face, génétiquement, ils sont très différents. Donc on a affaire à ce qu'on appelle des écotypes, c'est-à-dire des formes évolutives d'une même espèce qui présentent des adaptations à un habitat donné. Et donc là, on a un hippocampe lagunaire qui est adapté à l'habitat lagunaire et un hippocampe marin qui est adapté à l'environnement marin. Et ces deux écotypes, on peut les différencier génétiquement en identifiant quelles mutations les distinguent le long de leur génome. Et chose intéressante, c'est que sur la plupart des chromosomes, ils sont parfaitement identiques. Mais les différences génétiques qu'on a observées, elles se concentrent sur 2 de leurs chromosomes. Donc on imagine que sur ces chromosomes-là, il y a des gènes qui font que les hippocampes de lagune sont mieux adaptés en lagune et les hippocampes de mer mieux adaptés en mer. Pour conclure, ces recherches sur la biodiversité qui existe au sein des espèces, à l'aide d'approches génétiques, elles ont 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de dresser un état des lieux, puisqu'a priori, on n'a pas d'idée préconçue du niveau de diversité génétique d'une espèce avant de l'avoir étudiée, avant d'avoir séquencé son génome. Donc, il est nécessaire de faire un état des lieux, d'essayer de comprendre et de décrire les différences qu'il y a entre les espèces, essayer de comprendre ensuite les mécanismes qui se cachent derrière ces différences. Pourquoi certaines espèces ont plus de diversité génétique que d'autres? Et pourquoi on a besoin de réaliser cet état des lieux? C'est parce qu'aujourd'hui, à cause des multiples pressions anthropiques que subissent ces espèces, qu'elles soient directes par la pêche ou qu'elles soient indirectes parce que l'homme finalement affecte leur habitat, eh bien, on a envie de savoir si la diversité génétique de ces espèces, elle est menacée d'érosion par les activités humaines. Elle pourrait même être déjà partiellement érodée sans qu'on s'en soit rendu compte. Et au final, est-ce que les espèces qui ont plus de diversité génétique vont être capables de mieux faire face aux variations actuelles et futures de l'environnement et donc de s'adapter aux conditions changeantes actuelles? Je vous remercie pour votre attention. Pierre-Alexandre, merci beaucoup. Je m'appelle Marthe Vienne et je suis chargée de recherche chez Bloom Association. Et en une phrase, Bloom, c'est une asso qui a pour vocation de protéger l'océan, la pêche artisanale et la biodiversité marine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est au cœur de notre mission, qui est la pêche et la biodiversité marine. Alors, pour commencer, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez quels sont les 3 poissons les plus consommés en France aujourd'hui? Vous pouvez donner les noms en criant, enfin en criant, en parlant fort. Cabillaud, j'ai entendu. Saumon. Thon, j'entends. Voilà. Ok, bah parfait, c'était les 3. Bravo. Donc le plus consommé aujourd'hui, c'est le thon, avec presque 4 kilos consommés par an par personne. Vous imaginez la quantité. Ensuite, c'est le cabillaud, avec 2,8 kilos. Et après, le saumon, avec 2,7 kilos. Au total, un Français moyen consomme 33,5 kilos de produits de la mer, c'est-à-dire poissons et fruits de mer, par an. Ça vous paraît énorme, c'est le Français moyen qui consomme ça. Et en fait, ce chiffre, il a grandement augmenté en fait, depuis déjà 20 ans. Il y a 20 ans, en France, on consommait 20 kilos par tête, par an. Et en 1950, dans le monde, on a un chiffre à l'échelle mondiale, on consommait 3 kilos de produits de la mer par an, par personne. Voilà, donc c'est conséquent l'augmentation, la croissance. Et du coup, la pêche a dû se réinventer et se moderniser pour répondre aux besoins grandissants de la population mondiale, et notamment de la population française. Alors, je vous montre ce graphique qui montre l'évolution de l'effort de pêche et l'évolution de la biomasse, c'est-à-dire la masse vivante dans le golfe de Gascogne depuis 50 ans. On voit en fait on voit sur la courbe rose, on voit l'augmentation de l'effort de pêche, c'est-à-dire les moyens qu'on met en œuvre pour capturer du poisson, qui augmente drastiquement jusque dans les années 90. Et ensuite, et en relation, en fait, on a la biomasse ou l'abondance qui chute, en fait, qui a été divisée par 6 en seulement 30 ans dans le golfe de Gascogne. Voilà. Donc ça, ce schéma-là, en fait, il s'est reproduit en fait un peu partout dans le monde. Mais voilà, on a un exemple local ici. Et en 2019, tout à l'heure, Sakina parlait du rapport de l'IPBES de 2019. Et en fait, actuellement, on sait que la pêche est la première menace pour la biodiversité marine, et ce, au cours des 50 dernières années. La pêche, aujourd'hui, elle a plusieurs facettes. Il y a plusieurs pêches, en fait.
on va dire qu'il y a plusieurs pêches, et elle est notamment en fait divisée en deux catégories, ce qu'on va appeler la pêche avec des engins dormants, c'est-à-dire où c'est le poisson qui va venir au piège, et donc c'est passif. Alors qu'après, on a aussi la pêche aux engins traînants, où en fait c'est l'engin qui capture le poisson de manière active. Auparavant, avant les années 1950, on avait surtout des engins passifs, des engins dormants. Et aujourd'hui, en fait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en fait, la France a voulu industrialiser sa flotte pour pouvoir lui redonner un peu, pour pouvoir subvenir, pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire. Et donc, on a eu en fait la propagation du chalut, du chalutage, notamment sous forme de chalut de fond. Donc, c'est un grand filet de plusieurs centaines de mètres de long qui peut capturer plusieurs centaines de tonnes de poissons en un seul trait et qui racle le fond. Et on a aussi le chalut pélagique qui, lui, est dans la colonne d'eau. Donc, c'est le même type de filet qui n'est pas lesté à l'ouverture et qui peut récupérer des poissons dans la colonne d'eau. Ensuite, on a la seine démersale, qui est une invention très récente, qui date des années 2010, et qui est en fait deux grandes cordes qui sont déployées sur le fond et qui sont mises en vibration pour créer un mur de sédiments. Et donc les poissons en fait sont encerclés par les sédiments et il y a un grand filet ensuite qui les récolte, tout simplement. Et on est capable là aussi c'est des captures énormes. En fait, c'est l'équivalent. J'ai un chiffre en tête. On a eu récemment une anecdote en fait sur un chalutier pélagique qui était au large de Boulogne-sur-Mer et qui a pêché en une demi-heure l'équivalent de la pêche en 40 ans d'un pêcheur artisan qui a un bateau de 8 mètres. Voilà, 40 ans en une demi-heure. Maintenant, je vais vous montrer un chiffre qui est assez parlant, en fait, qui montre le déclin des populations liées à la pêche et à la pêche industrielle. C'est voilà, les populations de grands poissons depuis 1950 ont chuté, depuis 1950 ont chuté de 90%. Donc, c'est les cabillots, les flétans, les requins, les marlins, les mérous. Voilà, il y a plein de poissons qui ont beaucoup souffert, qui souffrent encore beaucoup de la pêche industrielle actuellement. Donc ça, c'était un peu pour l'histoire de la pêche et comment on en est arrivé là. Et maintenant, en fait, chez Bloom, on a fait un bilan, on a dressé le bilan de la pêche en France aujourd'hui. Je vais vous donner 3 chiffres qui sont très parlants, je trouve. Le premier, c'est sur les ressources surexploitées. En fait, 84% des ressources surexploitées proviennent du chalut ou de la seine. Donc les deux méthodes destructrices dont je vous ai parlé avant. Ensuite, 90% de l'abrasion des fonds, sans surprise, c'est le chalut et les seines de fond qui sont responsables de la destruction des habitats benthiques de fond. Et ensuite, un troisième chiffre en fait, qui montre que la pêche, ce qu'on va appeler la pêche artisanale, pêche à engins dormants ou avec pêche à engins dormants ou avec des engins traînants qui sont peu impactants, en fait, a quand même globalement un bilan très bon, sauf sur un point, c'est sur les captures accidentelles. Et on voit qu'en fait, 60% des captures accidentelles d'espèces sensibles, c'est-à-dire d'oiseaux marins, de requins, de mammifères marins aussi, en fait, sont causées par les engins dormants. Donc, c'est notamment les lignes, en fait, ce qu'on appelle des palangres dérivantes avec des hameçons. Les oiseaux viennent manger et se faire piéger par les hameçons. Enfin voilà, il y a plein de cas de ce type-là. Un dernier chiffre pour finir de dresser le bilan de la pêche actuellement, c'est que quand il y a un trait de chalut qui est fait, un trait de chalut de fond, on a en gros une prise sur 2 qui est rejetée à la mer car elle n'a pas de valeur marchande. Voilà, soit parce qu'elle est trop abîmée, soit parce que c'est un individu qui ne nous intéresse pas parce qu'il n'a pas de valeur marchande, il ne se vend pas. Voilà, donc 1 sur 2. Et c'est très peu, comptabilisé. Enfin, c'est très difficile de suivre en fait, le tonnage des prises accessoires, etc. Alors, donc, la pêche en France, elle a lieu partout. Elle a lieu aussi dans les aires marines protégées. Et la pêche industrielle a lieu partout en France.
Et voilà, les aires marines protégées, c'est un outil qui est éprouvé, qui est soutenu par la communauté scientifique et qui a vraiment montré ses preuves. Aujourd'hui, là, je vais vous montrer une des images qui sont très récentes d'un cantonnement de pêche, c'est-à-dire là où on n'a pas le droit de prélever de poissons. Je vais vous montrer des images. Vous allez voir de vous-même en fait la richesse de ces images. Donc leur bénéfice a été quantifié aujourd'hui et en soi, si on laisse une zone libre, qu'on n'y touche pas, qu'on ne prélève pas de poissons, qu'on ne prélève pas d'espèces, la zone en fait, les espèces sont capables de se restaurer en 5 à 7 ans, en multipliant la biomasse par 6 ou 7. En 5 à 7 ans, c'est vraiment formidable. Et c'est l'outil en fait le plus simple qu'on puisse mettre en place, et c'est le plus efficace. Voilà. Là, vous pouvez voir en fait pas mal. Là, où il y avait un mérou, donc on consomme du mérou, une murène, des rascasses rouges. Voilà. Et après, vous essayez de deviner d'où viennent ces images. Vous avez des magnifiques gorgones aussi, qui doivent faire plus d'1 mètre de hauteur. Et des éponges. Voilà. Alors, est-ce que ces images ont été tournées près de chez nous? Oui, non? Ouais, Méditerranée, ouais. Bah, pour ceux qui connaissent bien, c'est facile, il y avait plein d'espèces, genre la castagnole et tout, le rouget, voilà, pour la bouillabaisse. Il y a plein de... Enfin voilà, vous voyez un peu la richesse de ces images. Moi, pour avoir plongé en Méditerranée, j'ai rarement vu une richesse comme ça, comme celle-là. Et en fait, ces images-là, elles proviennent d'un cantonnement de pêche, comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle le cantonnement de pêche de Cap-Roux, qui vient de l'initiative en fait, de pêcheurs qui ont décidé de protéger une zone et de ne pas y toucher. Voilà. Et ils ont vu en fait les bénéfices très très rapidement. Voilà. La réalité en fait, des aires marines protégées en France, il y a 2 réalités, quoi. La première réalité, c'est ce que dit le gouvernement français. Le gouvernement français se vante d'avoir 33% de la surface de ses eaux en métropole et en outre-mer qui est protégée. La réalité, c'est que selon les standards internationaux, on tombe en fait à moins de 0,1%. Parce qu'on a de la pêche industrielle dans les aires marines protégées. Trollwatch, c'est un outil absolument génial qui nous permet de suivre 2000 navires européens dans les eaux mondiales. Et en fait, on montre juste l'absurdité des pratiques qui sont légales. C'est légal de pêcher dans une aire marine protégée, oui. Et on montre en fait les pratiques complètement absurdes de la pêche industrielle. Et on essaie de faire connaître toutes ces pratiques-là aux citoyens. Marthe, je vous remercie. Merci beaucoup.